Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 6 juillet 2021. Je voudrais revenir sur l'état de la pandémie de Covid-19 en France et dans le monde occidental. Parce que la situation s'aggrave. Elle ne s'aggrave pas en nombre de décès. Heureusement, le nombre de décès ne cesse de diminuer. Elle s'aggrave quant aux perspectives apocalyptiques que certains éprouvent encore et de nouveau le besoin de faire valoir à la population en invoquant une quatrième vague absolument terrifiante qui arrive. Elle s'aggrave surtout en matière politique, puisqu'en réalité, il apparaît de plus en plus clairement maintenant, avec le recul du temps, que toute cette affaire est d'abord et avant tout une affaire non pas médicale et sanitaire, mais d'abord une affaire politique. On l'avait d'ailleurs déjà vu. C'est-à-dire que normalement, dans un pays civilisé, avec une démocratie civilisée, normalement, on aurait dû avoir des débats scientifiques de haut niveau et non pas des débats hystérisés. On a l'impression que dès que vous avez remis en cause le narratif officiel concernant cette pandémie, vous étiez immédiatement traité de complotiste, de conspirationniste. Vous connaissez ça par cœur. Alors, aujourd'hui, en ce début juillet 2021, la situation est quand même inquiétante parce que on entend des voix ici ou là qui nous annoncent que ça va être terrible, qu'il y a une quatrième voie du variant Delta qui arrive. Monsieur Olivier Véran nous l'annonce pour l'automne, puis nous l'annonce peut-être même pour la fin juillet. Et puis il laisse entendre qu'il va peut-être falloir rendre obligatoire le vaccin pour les personnels soignants. Et puis après ça, on a l'inénarrable haut commissaire au plan, monsieur François Bayrou, alias l'homme qui bouffe à tous les râteliers, comme tout le monde, toute la France l'appelle, qui va sur le grand jury à la radio et commence à nous dire qu'il n'y a pas d'autre solution que d'avoir la vaccination obligatoire par tout le monde. Il a même utilisé cette image assez osée que c'était la seule digue contre la vague qui nous pend au nez. Il n'a aucune compétence en matière médicale. Et puis maintenant, on nous dit que le Premier ministre pourrait lui-même annoncer une vaccination obligatoire pour tout le monde à l'automne. Alors, premièrement, cette vaccination obligatoire, c'est illégal. Je rappelle que l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe l'a fermement, par un vote à l'Assemblée parlementaire, a fermement déconseillé aux États de le faire. Je rappelle aussi qu'il y a un principe de base, c'est que les gens sont maîtres de leur corps. A fortiori, lorsqu'il s'agit de vaccins qui ne bénéficient pour l'instant que d'une AMM, une autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Conditionnée à quoi ? Conditionnée aux tests et aux essais qui continuent d'être effectués et qui se termineront en phase 4 au plus tôt, je crois, en 2022, mais pour la plupart des vaccins en 2023 ou 2024. Cela signifie donc très exactement que les personnes qui se font inoculer les vaccins participent à un test. Certains esprits caustiques parlent de cobayes, mais c'est quand même le cas. J'ajoute qu'il faut bien préciser que les fabricants de ces vaccins ont veillé à ne pas pouvoir être poursuivis en justice. Ils ont dégagé toute responsabilité sur les conséquences à court terme, moyen terme ou long terme de ces vaccins qu'ils fabriquent. Je me permets d'insister encore une fois. On dit aux Français qui ne veulent pas se faire vacciner qu'ils sont irresponsables, mais ceux qui fabriquent n'acceptent aucune responsabilité sur les conséquences des produits qu'ils vendent. Qui est irresponsable en la matière ? Celui qui fabrique, et également les États. Du reste, un autre argument qui montre le caractère très politique et finalement fort peu scientifique de toutes ces affaires. Deux autres éléments. Le premier, c'est qu'on voit, par exemple, pour l'Euro de foot, on a vu que des dizaines de milliers de spectateurs pouvaient être là, sans masque, en train de regarder les épreuves de foot. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout simplement les organisateurs de l'Euro de foot 2021, ils ont des contrats, ils ont des contraintes financières énormes. Et donc les contraintes financières des organisateurs de l'Euro 2021
comme de ceux des Jeux olympiques au Japon dans quelques semaines, eh bien ces contraintes vont en choc frontal avec les contraintes ou les appétits de Big Pharma. Et donc on voit que les gouvernements, dans ce genre de circonstances, eh bien ils sont comme une poule qui a trouvé un couteau, ils ne savent pas quoi faire. C'est-à-dire qu'ils font preuve soudain d'un laxisme extraordinaire. On voit des dizaines de milliers de personnes qui assistent à des matchs, alors que lorsqu'il y a quelques dizaines ou centaines de jeunes à Redon en Ille-et-Vilaine, on leur tape dessus, on arrache une main. Ça, c'est la preuve qu'il n'y a pas grand-chose de scientifique là-dedans, mais il y a surtout des appétits économiques et financiers. Et puis, il y a aussi des questions géopolitiques, parce que la deuxième preuve que ça n'est pas très scientifique, c'est de constater qu'à l'heure même où je parle, les vaccins russes, le Sputnik V, ou chinois, le Sinovac, sont toujours en attente d'autorisation. Voilà. Ça veut donc dire que, en fait, non seulement on veut imposer aux Français d'avoir des vaccins, mais on leur laisse même pas le choix des dits vaccins. Et l'on voit bien que ce qui se cache derrière, ce sont de sourdes luttes d'influence géopolitique, géosanitaire, si je peux utiliser cette expression, et également économique et financière. Et puis encore un troisième argument qui va dans le même sens de ce diagnostic, c'est que on peut constater qu'à chaque fois que ça a été possible, les autorités gouvernementales des pays membres de l'OCDE ont toujours préféré des médicaments extrêmement chers aux médicaments gratuits. On a interdit l'hydroxychloroquine et l'ivermectine pour l'utilisation contre la Covid-19, mais en revanche, on a autorisé comme ça, quasiment sans aucun recul sur un médicament nouveau, le Remdesivir, qui a coûté plus d'1 milliard d'euros à la collectivité européenne, c'est-à-dire en fait aux États membres qui payent l'Union européenne, et tout ceci le temps d'écluser les stocks. Et puis une fois que ça a été éclusé, d'un seul coup, on s'est aperçu que ça ne marchait pas et donc on n'a pas renouvelé la commande. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière tout ça, on ne peut pas le savoir maintenant, mais il est certain que dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, on verra apparaître des scandales rétrospectifs où l'on apprendra qu'il y a des responsables, notamment au sein des institutions européennes, mais peut-être aussi au sein des gouvernements nationaux, qui se sont mis plein d'argent dans les poches, au passage, dans cette espèce de maelstrom d'ordres, de contre-ordres, d'avis tous divers et variés, et au bout duquel, finalement, c'était des grandes sommes d'argent qui ont circulé. Alors, on nous fait valoir qu'il va y avoir une nouvelle vague d'un variant Delta. On nous dit que ça se développe à toute allure au Royaume-Uni. En l'état actuel des connaissances, il semble que ce nouveau virus, variant Delta, et ainsi qu'un Delta plus en Inde, si j'ai bien compris, en fait, ont un taux de létalité, c'est-à-dire de mortalité, qui est très faible et qui est encore plus faible que la première version de la Covid-19. Il paraît d'ailleurs que c'est un principe assez général, c'est que lorsque les variants se multiplient, ils ont, paraît-il, une moindre toxicité. Je ne sais pas si c'est vrai. Quoi qu'il en soit, on assiste donc à une recrudescence de personnes qui sont infectées par le variant Delta, en Israël, au Royaume-Uni, etc., dans des pays qui sont très largement vaccinés. Mais cette recrudescence drastique ne se traduit pas par un nombre de morts comparable. À tel point d'ailleurs que désormais, dans un certain nombre de pays, ça va être le cas au Royaume-Uni, je crois que c'est le cas déjà dans plusieurs États des États-Unis d'Amérique, ils vont découpler l'analyse des infections de l'analyse des décès. Avant, il y avait une espèce de martingale mathématique qui avait été établie. Maintenant, ils s'aperçoivent qu'il y a eu un découplage et au Royaume-Uni, ils ne donneront plus au jour le jour le nombre de personnes infectées. Ils ne garderont que le nombre de personnes décédées. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce nouveau virus qui est déjà présent en France va sans doute se développer en France. Mais il n'y a pas, a priori, d'inquiétude extraordinaire à avoir, puisque quand on voit ce qui se passe dans les pays étrangers, on n'a pas l'impression qu'il y ait péril en la demeure. Mais néanmoins, les responsables politiques, les dirigeants politiques et un certain nombre de médecins, journalistes qui se produisent sur les plateaux tirent la sonnette d'alarme et disent qu'il faut absolument vacciner tout le monde. On a même vu d'ailleurs le responsable de l'Agence régionale de la santé de Nouvelle-Aquitaine qui a dit que toutes les personnes qui n'étaient pas vaccinées seraient contaminées par
ce virus, ce variant Delta, ce qui est absolument faux. C'est une fake news diffusée par, je crois, BFM TV. Ce que je retiens, moi, de tout ça, c'est quoi? Eh bien, on assiste au fait que tous les principes fondateurs, les fondements même de la médecine, du moins de la médecine occidentale, sont en train de s'effondrer sous nos yeux. Le secret médical est de moins en moins respecté. D'ailleurs, c'est le risque du pass sanitaire. Vous avez peut-être vu que là, il y a un projet gouvernemental qui permettrait de transférer à chaque médecin traitant la liste de ses patients qui font partie de sa patientèle, de sa clientèle, et de lui indiquer à chaque médecin traitant quels sont ceux qui ne sont pas vaccinés. Actuellement, la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL, est en train d'étudier le dossier. C'est quand même extrêmement attentatoire aux libertés publiques. Deuxièmement, la liberté de prescription. C'est le b.a.-ba dans la médecine. Quelqu'un qui a passé son doctorat de médecine, qui a prêté le serment d'Hippocrate, doit avoir la liberté de prescrire. Il peut avoir de l'expérience, il peut avoir de l'intuition, du flair, il connaît les malades les uns et les autres, et donc il peut estimer qu'il faut essayer tel ou tel traitement. La médecine n'est pas une science toujours parfaitement exacte. Il faut qu'il y ait aussi l'intuition sur ce qui peut marcher ou pas marcher en fonction de tel ou tel malade. La troisième chose, c'est la nécessité des traitements. Le principe même d'un médecin, c'est qu'il doit tout faire pour essayer d'améliorer la situation d'un malade. C'est sa vocation, c'est sa raison d'être. Je ne crois qu'on n'a jamais vu dans l'histoire une injonction faite comme celle par le gouvernement français qui a été d'interdire à des médecins de prescrire des médicaments comme l'hydroxychloroquine avec l'azithromycine ou comme l'ivermectine, qui dans le pire des cas n'avaient qu'un effet placebo, mais qui dans le meilleur des cas pouvaient soigner les malades. On a interdit à des médecins de le faire en les empêchant de traiter leurs malades. Le seul viatique, c'était du Doliprane et retour à la maison, alors même que l'on sait que le Doliprane a d'ailleurs des effets nocifs bien supérieurs à ceux de l'hydroxychloroquine ou de l'ivermectine, si on y exagère quant à la posologie. Également, autre principe fondamental piétiné, le consentement éclairé des patients. Éclairé, ça veut dire qu'on explique aux patients « je vais vous donner ce médicament, je vais vous prescrire ce vaccin, mais voilà ce à quoi il faut que vous vous attendiez ». Et notamment sur les vaccins, il doit être bien précisé aux patients quels sont les effets nocifs qui peuvent avoir lieu. Il doit être bien précisé qu'un patient a le droit, c'est un droit inaliénable, de refuser qu'on injecte dans son corps une substance qu'il ne veut pas avoir. Et il a également le médecin doit prévenir le patient des conséquences juridiques à venir en cas d'effets nocifs, voire, dans le pire des cas, de décès. Et de ce point de vue-là, il faut absolument que tout le monde sache que ces vaccins n'en sont qu'à la procédure dite d'autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Ils n'en sont qu'à une phase 3. Il n'y a pas la phase 4 qui a été achevée. On aura une autorisation définitive selon les vaccins en 2022, 2023 ou 2024. Et le pire, c'est que les fabricants de ces vaccins, les laboratoires, se sont arrangés pour que eux n'encourent aucune responsabilité. C'est bien précisé partout. Ils n'ont aucune responsabilité et les États essayent de se débiner également. Comment peut-on reprocher à des citoyens de refuser de se laisser injecter dans le corps des vaccins qui en sont encore au stade de l'essai clinique, qui doivent être normalement testés sur encore plusieurs années avant d'être considérés comme valables, efficaces et sans effet nocif excessif? Eh bien, comment peut-on reprocher à un citoyen d'avoir des doutes et de refuser de se laisser injecter un tel produit dans la mesure où le fabricant refuse de prendre toute responsabilité à sa charge si ça se passe mal? On reproche aux quelques 50% de Français qui ont encore refusé ou qui n'ont pas encore fait la première injection,
On leur reproche d'être des irresponsables. On leur reproche bientôt tous les péchés du monde. Je vois que l'on commence à reprocher à des gens qui ne sont pas vaccinés que des vaccinés pourraient être malades. C'est incroyable. S'ils sont vaccinés normalement, c'est bien. Si on nous a dit qu'il y avait des taux d'efficacité de 90-95%, voilà que l'on voit le PDG de Moderna qui commence à parler maintenant sur les nouveaux variants d'un taux de 60%, 50%. Ce qui voudrait dire qu'en fait, il pourrait y avoir 40 à 50% des personnes infectées qui pourraient être justement infectées par ces nouveaux variants. On n'en sait rien en définitive sur le pourcentage d'efficacité. Tout ça ne vient que de documents promotionnels qui ont été effectués quasi exclusivement par les fabricants au moment du lancement du vaccin. Alors, ce qui est le plus grave de tout ça, c'est que on voit que le gouvernement a une politique qui tente à exacerber une partie de la population contre l'autre. On est en train de montrer du doigt les non-vaccinés, dont je fais partie, parce que j'estime que je ne veux pas, moi, à me faire vacciner tant que je n'ai pas vu les résultats sur 2 ou 3 ou 4 ans. Attendons 2023, la fin des tests. J'ai le droit. On est en train de montrer les personnes non vaccinées comme étant des mauvais citoyens, des personnes qui favoriseraient le développement de nouveaux variants. Et en fait, on essaie de monter les personnes vaccinées contre les personnes non vaccinées. C'est totalement irresponsable que de se lancer là-dedans. Au passage, d'ailleurs, pendant que l'on parle de toutes ces affaires, on ne parle pas du reste. On ne parle pas de l'euro, la situation de la monnaie euro, que seuls quelques spécialistes et l'UPR essaient d'en parler aux Français. Mais personne dans les grands médias ne tire la sonnette d'alarme sur ce qui est en train de se passer avec la nouvelle politique que veulent maintenant imposer les Allemands et donc qui risque d'amener à une crise énorme de l'euro à partir de l'année prochaine. On ne parle pas non plus des conflits croissants avec la Russie. On a appris ces jours-ci que Vladimir Poutine, par rétorsion contre toutes les sanctions, a décidé de retirer l'appellation champagne au champagne français pour pénaliser nos exportations vers la Russie. Et ça n'est qu'un petit détail, parce que ce que l'on voit aussi, ce sont les manœuvres comme Sea Breeze 2021, cette manœuvre de l'OTAN avec 5000 soldats, 30 bâtiments de guerre, des bâtiments de l'OTAN, et d'ailleurs la France fait partie de tout ça, qui va narguer l'ours russe jusque sous les narines, à quelques kilomètres des côtes de Crimée, comme l'ont fait un navire britannique puis un navire néerlandais. Pendant ce temps-là, on ne parle pas de l'effondrement de notre industrie, on ne parle pas non plus des succès engrangés par le Brexit, qui se passe beaucoup mieux que ce que l'on nous avait dit. On ne parle pas non plus des grands sujets qui devraient maintenant être sur la table, puisque nous sommes maintenant à moins de 10 mois de l'élection présidentielle, c'est-à-dire la construction européenne, stop ou encore. C'est quand même le grand débat qui devrait avoir lieu. Et tout est fait pour le cacher aux Français. Je terminerai sur le pass sanitaire, qui est, l'aboutissement de toutes ces opérations. Le pass sanitaire qui consiste à trier les bons citoyens des mauvais. Le pass sanitaire qui consiste à mettre d'un côté ceux qui auront été vaccinés ou ceux qui auront eu des tests non positifs quelques jours auparavant, et puis le reste. Voilà. Je suis tout à fait scandalisé par cette affaire. Encore une fois, il s'agit d'une maladie qui est peu mortelle. C'est une maladie qui touche principalement les plus de 70 ans ayant des facteurs de comorbidité. Donc que les personnes de plus de 65-70 ans se fassent vacciner en masse, ça peut se comprendre parce qu'il semble, dans l'état actuel des recherches, que le bénéfice est supérieur au risque. Mais en revanche, pour les personnes les plus jeunes, ça n'est pas normal de les forcer à le faire. Quant au pass vaccinal et sanitaire, c'est le doigt dans l'engrenage d'une surveillance généralisée de la population. Est-ce que vous croyez vraiment que si le gouvernement français, comme d'ailleurs les gouvernements occidentaux, imposent cela aux populations, est-ce que vous croyez vraiment qu'ils vont, dans 3 ou dans 5 ans, renoncer à ce contrôle de la population?
Ce qui met la puce à l'oreille, c'est que ces projets sont extrêmement occidentaux, si j'ose dire. Ils sont particulièrement limités aux pays de l'OCDE, de l'Organisation de coopération et de développement économique, c'est-à-dire en gros les États-Unis et le Canada, l'Amérique du Nord, et puis l'Union européenne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon et la Corée. C'est à peu près ça. Je note en revanche qu'il y a des zones entières sur la planète, comme notamment l'Afrique, le Moyen-Orient, l'ensemble du sous-continent indien, l'Amérique latine, où il n'y a pas toutes ces mesures, du moins pas aussi drastiques, où l'on continue à développer des médicaments alternatifs, des traitements à base d'hydroxychloroquine, d'azithromycine, d'ivermectine. Et je constate que dans tous ces pays, le taux de mort par million d'habitants est très très inférieur au taux de mort par million d'habitants que l'on trouve en moyenne dans les pays de l'OCDE. Voilà. Alors, dernier point, j'espère que Macron n'a pas derrière la tête, parmi ces mesures difficiles qu'il nous a annoncées le 4 décembre dernier sur Brut ou le 3 juin dernier, j'espère qu'il n'a pas en tête que ces mesures difficiles qu'il devrait, paraît-il, prendre au deuxième semestre 2021 concernent, outre la réforme des retraites, mais surtout l'obligation vaccinale. Parce que si d'aventure Macron se lançait dans l'obligation vaccinale, je pense que ça pourrait tourner très très mal, et pour lui, et pour la société française. Je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, il y a encore 50% des Français qui ne se sont pas fait vacciner. Or, pour ne pas s'être fait vacciner à ce stade, alors que matin, midi et soir et la nuit, depuis des semaines et des semaines et des semaines, on peut dire quasiment depuis le début de l'année, on nous serigne qu'il faut aller se faire vacciner, on nous menace des pires conséquences, ça veut dire qu'il y a un socle dur en France, comme d'ailleurs dans un certain nombre d'autres pays, que l'on peut peut-être estimer à 35 ou 40 ou 45% de la population qui ne veut pas se faire vacciner. Si Macron veut engager une épreuve de force, je pense qu'il doit y réfléchir bien longtemps à l'avance parce que ça pourrait amener à une conflagration politique et sociale gigantesque en France. Je ne le souhaite pas. J'espère que personne ne le souhaite. Mais nous devons tous garder l'œil vigilant. Nous avons le droit inaliénable de refuser d'être vaccinés et nous avons le droit inaliénable de refuser toute idée de contrôle des populations sous forme de passe sanitaire. En attendant, en 2022, ce sera un des grands débats qu'il y aura pendant l'élection présidentielle et pendant les élections législatives. Et l'UPR mettra ce débat-là au sommet de ses priorités. Mes chers compatriotes, nous sommes le 12 juillet 2021 au soir et nous venons d'assister en direct à une tentative de coup d'État sanitaire perpétrée par Emmanuel Macron. Je rappelle que cet homme n'a plus aucune légitimité maintenant pour diriger la France comme il le fait, puisqu'il y a 15 jours, à la tête de la majorité présidentielle, il a pu assister à la débâcle de son parti politique, puisque les candidats qui se réclamaient de lui, les candidats de En Marche, ont récolté environ 10% des suffrages et compte tenu de l'énormité de l'abstention des votes blancs et nuls, il n'a eu que 3,5% des électeurs inscrits. Dans toute démocratie digne de ce nom, je pense notamment au Royaume-Uni, je pense notamment aux pays scandinaves, je pense même au Japon, eh bien, un chef d'État qui aurait essuyé un tel désaveu aurait, sinon présenté lui-même sa démission, en tout cas aurait fait démissionner le Premier ministre, aurait nommé un nouveau gouvernement pour tenir compte du vote des Français. L'individu qui est à l'Élysée n'en a rien fait et vous l'avez vu, il a même maintenu, comme si de rien n'était, des ministres qui se sont fait chasser comme des malpropres dès le premier tour, 5 ministres du gouvernement dont la décence minimale eût été qu'ils présentassent leur démission. Alors, M. Macron, maintenant, nous a annoncé une liste de mesures qui sont des mesures absolument inadmissibles et dictatoriales. Je ne vais pas entrer dans le détail. On comprend qu'il impose la vaccination obligatoire immédiatement pour les personnels soignants, mais on comprend également qu'il est en train de créer une société où il sera quasiment impossible de faire en sorte de ne pas être vacciné.
Je voudrais dire deux choses à ce propos. La première chose, c'est que ça n'est imité nulle part ailleurs en Europe. Macron, qui n'a à la bouche que la santé européenne, la politique de santé européenne, etc., ne peut pas trouver en Europe un seul pays qui ait pris des mesures aussi draconiennes. L'Italie et la Grèce viennent de décider d'imposer la vaccination obligatoire au personnel soignant, mais ne sont pas allés jusqu'à intimider la population avec des mesures les empêchant de vivre jusqu'à ce qu'ils se fassent vacciner. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que non seulement ces mesures dictatoriales n'existent pas en Europe, mais elles n'existent pas non plus dans l'écrasante majorité des pays du monde. J'ai vu que M. Bayrou, que M. Kouchner, que M. Barnier, que M. Jadot, entre autres, exigent la vaccination obligatoire pour tous. Et j'ai même vu que le professeur Mattei, à tête de l'Académie de médecine, qui avait fait un scandale et avait été chassé d'ailleurs au moment de la grande canicule, à la grande époque, lorsqu'il avait traité par-dessous la jambe, alors qu'il était le ministre chargé de la Santé, cette canicule qui avait fait des milliers de morts. J'ai vu que ce président de l'Académie de médecine réclame non seulement une vaccination pour tous, mais dès 12 ans. Et je vois que Macron, écoutant ces personnes, va dans cette direction, même s'il n'édicte pas positivement l'obligation, il met les Français dans une situation telle qu'ils devraient s'y plier. Alors, je voudrais dire que le modèle de démocratie de tous ces messieurs, Bayrou, Kouchner, Jadot, Barouin, Mattei, Macron, eh bien, on ne le trouve guère que dans 2 à 4 pays dans le monde. Il n'y a, au moment même où je parle, que 2 États sur 200 aux Nations Unies, c'est-à-dire 1% des États du monde, qui ont imposé la vaccination obligatoire pour les plus de 18 ans. Il s'agit, premièrement, du Turkménistan, deuxièmement, du Tadjikistan. Ce sont 2 républiques perdues dans l'Asie centrale et qui sont des dictatures féroces. Ils n'ont rien à céder à la Corée du Nord. Je rappelle par exemple que le président du Turkménistan, qui s'appelle M. Gurbanguly Berdimuhamedov, s'est fait connaître pour avoir fait en 2015 ériger une statue de 24 mètres à sa gloire où il est sur un cheval avec une statue dorée à l'orphin. Et en décembre dernier, il a fait ériger une statue à son chien préféré, une statue de 6 mètres de haut, dorée à l'orphin. Il n'y a qu'un seul parti, un parti islamiste, qui est à la tête de ce pays. Voilà le modèle de démocratie qui est le nôtre. Le deuxième pays, c'est le Tadjikistan. C'est à peine mieux. Le président s'appelle Emomali Rahmon. Il est président depuis 28 ans. Et il a modifié récemment la Constitution pour que ce soit son fils Roustan qui lui succède dans un cadre de parti unique. Voilà ceux qui vont être les partenaires de la France dans cette obligation. Ça prouve qu'il y a quand même quelque chose qui ne va plus en France pour que le pays des droits de l'homme soit ravalé à ce niveau de chasse contre les libertés publiques. 2 autres États ont pris des mesures qui sont celles de Macron, c'est-à-dire que, objectivement, obligatoire, il n'y a pas d'obligation à la vaccination, mais il y a des contraintes telles que c'est pratiquement la même chose, puisque les gens ne peuvent quasiment pas sortir de chez eux s'ils ne sont pas vaccinés. Ces 2 pays, c'est l'Arabie saoudite, dirigée, comme vous le savez, par Mohammed Ben Sultan, celui qui a fait découper en rondelles un journaliste à Ankara qui ne lui plaisait pas et qui maintient le pays, l'Arabie saoudite, sous une main de fer. Et le deuxième, c'est le Pakistan, dirigé par le Premier ministre Imran Khan, Pakistan où l'on fait défiler très régulièrement des foules entières qui approuvent les actes terroristes qui ont été commis en France, notamment l'assassinat de Samuel Paty, et qui passent leur temps à réclamer la tête d'Emmanuel Macron. Voilà les 4 États avec lesquels la France va pouvoir désormais être comparée en matière de défense des libertés publiques. Parce que je voudrais dire ceci à mes compatriotes, qu'aucun grand média ne leur dit, c'est que ni aux États-Unis, où le président Biden a dit qu'il n'y aurait jamais de vaccination obligatoire au niveau national, au niveau fédéral, il n'y a que dans un canton de San Francisco, je crois, que ça a été décidé. Ça n'est pas le cas non plus dans toute l'Europe entière, en Allemagne, aux Pays-Bas, dans tous les pays qui défendent les libertés publiques. Il n'y a pas ces projets liberticides.
Pourquoi d'ailleurs n'y a-t-il pas ces projets liberticides ailleurs? Tout simplement parce que, et c'est le troisième point, tout le raisonnement de Macron repose sur des erreurs de raisonnement fondamentales. Il est faux de dire que le vaccin empêche d'être malade. Il est faux de dire que le vaccin empêche la transmission. Et il est de plus en plus faux, il apparaît comme de plus en plus faux de dire que le vaccin éviterait même les cas les plus dramatiques. On voit d'ailleurs le nombre d'effets secondaires lentement mais régulièrement monter dans les statistiques, avec un nombre de décès de plus en plus significatif. Les statistiques que Macron a débitées ce soir à la télévision sont fausses. Et puis tout est faux dans ce que dit Macron, même du point de vue sanitaire et technique. Il part du principe que les vaccins seraient la solution du problème. C'est faux. Il ne dit pas un mot des médicaments comme l'ivermectine, très largement utilisés dans le sous-continent indien, qui ont contribué à diviser par 3 la mortalité. Pourquoi n'en parle-t-il pas? Pourquoi refuse-t-il que les Français y aient recours? Il fait également comme si le variant Delta était quelque chose de catastrophique. Il ne parle que des cas qui se développent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cas. Mais ces cas se développent encore plus rapidement dans les pays très vaccinés, comme les Seychelles, comme Israël, comme le Royaume-Uni. Donc il ment lorsqu'il dit que plus de vaccination empêchera le développement du variant Delta. Et puis d'ailleurs, il ment également parce que ce variant Delta est très contagieux, mais il est assez inoffensif puisque le nombre de morts ne cesse de diminuer. Bref, Macron, ce soir, a menti de A à Z. Je ne vais pas ici m'étendre sur les annonces qu'il a faites concernant la relance de la réforme des retraites qui sont d'une injustice criante. Je ne vais pas non plus m'étendre sur tous les mensonges qu'il a pu faire et sur la manipulation de l'opinion à laquelle il s'est livré. Je n'en voudrais qu'un exemple. Il n'a pas pris la moindre décision, la moindre conséquence des aveux cinglants qu'il a reçus lors des élections régionales. La seule chose qu'il ait dite, c'est « J'ai bien entendu vos inquiétudes ». Je terminerai en disant que ce soir, le divorce est désormais achevé, consommé entre Macron et une grande partie de l'opinion publique française. Il le sait. Il n'est pas complètement stupide. Et s'il le fait, c'est, j'en suis convaincu, parce qu'il en a eu l'ordre. Vous savez, ça fait plusieurs fois que j'ai dit, ici même, qu'à mon avis, Macron avait reçu l'ordre de prendre des décisions très difficiles. C'est lui-même qui l'a dit le 4 décembre dernier sur Brut, et il l'a rappelé le 3 juin dernier. Je pense que l'oligarchie qui le tient, peut-être a-t-elle sur lui des dossiers, l'oligarchie qui l'a fait élire lui a demandé à la rentrée de bousiller la réforme des retraites français, de la porter sur un plateau d'argent à BlackRock et à des fonds d'investissement anglo-saxons. Je pense que les mêmes lui ont demandé de mettre toute la population sous la coupe vaccinale dans un objectif qui reste encore à comprendre, mais en tout cas qui n'est plus un objectif sanitaire, c'est évident, puisque ça n'est imité nulle part ailleurs dans le monde. Et je pense que cette même oligarchie lui a dit qu'il ne pourrait pas se présenter en 2022. C'est la théorie que j'ai déjà expliquée plusieurs fois, mais qui se révèle sans doute encore une fois exacte, du président à usage unique. Depuis Sarkozy, nous avons des oligarques qui font élire à la tête de la République française des chefs d'État par une manipulation médiatique éhontée, par un verrouillage médiatique total à l'encontre de ceux qui ne sont pas de mèche. Et puis on fait élire quelqu'un pendant 5 ans, Nicolas Sarkozy, il est viré. Hollande, il est viré après avoir fait le sale boulot. Macron est viré après avoir fait le sale boulot. Et peut-être que le prochain candidat, sera peut-être Monsieur Xavier Bertrand, qui à l'évidence pense qu'il est moins utile pour lui d'essayer de convaincre les électeurs de LR de voter pour lui à une primaire. Lui, ce qu'il pense important, c'est d'aller faire la cour à John Kerry, l'ancien secrétaire d'État américain, on l'a vu il y a quelques jours au château de Chantilly, ou encore d'aller présenter ses devoirs devant les élites allemandes. Voilà, c'est-à-dire que M. Xavier Bertrand est peut-être celui qui est prévu par l'oligarchie pour succéder à Macron dans cette espèce de théâtre d'ombre avec des marionnettes où le peuple français est complètement roulé dans la farine. Notons d'ailleurs que Xavier Bertrand
a précisé lui-même qu'il ne serait président que 5 ans. C'est toujours la poursuite de ces présidents à usage unique qui sont là uniquement élus pour faire le sale boulot. Qu'est-ce que nous pouvons dire maintenant ? Je voudrais dire ici à tous mes compatriotes plusieurs choses. Premièrement, nous devons tous faire pression auprès des députés et des sénateurs, mais surtout des députés, puisque c'est eux qui ont le dernier mot, pour empêcher que le programme annoncé par Macron soit voté, puisque c'est quand même des lois dont il s'agit, et les lois sont votées par les députés et non pas par le président de la République. Il faut donc aller voir tous notre député, et puis si possible également le sénateur, en demandant aux parlementaires de s'engager publiquement, j'ai déjà vu un sénateur qui l'a fait, s'engager publiquement qu'il votera contre le pass sanitaire obligatoire pour tout le monde et contre l'obligation d'imposer le vaccin à toute la population française. C'est la première chose que nous devons faire. Je voudrais dire ici d'ailleurs que j'ai des informations qui me sont remontées du terrain comme quoi dans certaines provinces ou dans certaines campagnes, la tension est à son comble sur ces affaires. Je sais donc, par des sources certaines, que dans plusieurs préfectures, on a appris que dans tel et tel village, il y a des gens qui sont en train de s'armer avec des fusils de chasse pour tirer si on vient les chercher pour être vaccinés. Faites très attention à la situation que vous êtes en train de créer. Pour le reste, j'invite tous les compatriotes à faire comme je vais faire, c'est-à-dire à désobéir autant que faire se peut aux injonctions de Macron. Il ne faut plus aller au restaurant, nous n'irons plus au restaurant. Il ne faut plus aller faire de courses, nous ne ferons plus de courses, on se fera livrer. Et puis on ira dans des petits commerces ou bien sur les marchés. On ne doit plus aller au cinéma, nous n'irons plus au cinéma. On ne doit plus aller au théâtre ni dans les lieux de culture, nous n'irons plus dans les théâtres et dans les lieux de culture. Parce que jamais on ne fera accepter à 2 millions de Français de se faire injecter dans le corps une substance pour laquelle les fabricants eux-mêmes refusent de prendre toute responsabilité, des substances qui sont novatrices, des substances dont on découvre les effets nocifs et des substances dont on ignore ce qu'elles pourront produire comme effet négatif dans 2 ans, dans 5 ans ou dans 10. Et puis, armés de patience et d'opiniâtreté, mobilisons-nous maintenant pour 2022. Ça n'est pas seulement Macron qu'il faut chasser. Et je vous l'ai dit, je pense que lui-même a déjà fait une croix sur sa réélection, puisque je pense qu'il a des bonnes fées au-dessus de lui qui lui ont dit que de toute façon il fallait qu'il dégage pour mettre un autre comparse. Il est de la plus haute importance que les Français comprennent que la France est en train d'être détruite par une mafia, je dis bien une mafia, qui a pris le pouvoir dans notre pays et qui est en train de désintégrer tout l'édifice qui a été accompli par des générations pendant des siècles. Mobilisons-nous, rassemblons-nous, rassemblons-nous pour être l'âme de la résistance pour que, en 2022, la France retrouve ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, le pays des hommes libres. Vive la République et vive la France.